Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Le président Abdourahmane Tchani a délivré pendant 5 heures et 44 minutes une interview monumentale, une interview magistrale sur la RT Sahel, la télé Sahel. Il était interviewé par le journaliste Abdoulaye Thiemo pendant près de 6 heures. Le président Abdourahmane Tchani a procédé à l'examen des questions de politique intérieure et des questions de politique internationale. Dans l'analyse que je propose de cette interview ce dimanche 15 février 2026, je voudrais essentiellement me focaliser sur les questions de politique internationale. Ces questions nous intéressent éminemment, d'abord parce qu'elles recouvrent plus largement la problématique sahélienne, celle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais ces questions nous intéressent aussi parce qu'elles nous permettent de comprendre la situation de l'Afrique dans la géopolitique mondiale en ce moment crucial de février 2026. Je commencerai par faire quelques observations sur la forme de l'interview avant de m'intéresser au fond. Et je dis que je laisserai de côté les parties de l'interview qui concernent les questions nationales, les questions de politique intérieure, et j'aborderai essentiellement dans cette analyse, dans cette interprétation, dans cette réappropriation, eh bien, le traitement des grandes questions internationales sahéliennes, africaines, des grandes questions géopolitiques internationales par le président Abdourahmane Tchani. Alors, commençons par faire des observations sur la forme. Tout Africain sain d'esprit et relativement sain de corps ne peuvent que se réjouir de voir la qualité de la conversation qui s'est tenue entre le chef de l'État nigérien et le journaliste Abdoulaye Thiemo. Cette conversation était de très grande qualité. Pourquoi? Premièrement, parce que manifestement, le président Abdourahmane Tchani a permis aux journalistes de poser toutes les questions que les Nigériens se posent, de poser toutes les questions que les Africains se posent. C'était littéralement une interview sans filtre. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que, en sa qualité de conseiller spécial du président de la République du Niger, Abdourahmane Tchani, le journaliste Abdoulaye Thiemo le caressa dans le sens du poil. Il n'en a pas été question pendant les 5 heures 44 minutes de l'interview que j'ai suivie. Avec beaucoup de respect, mais en même temps avec beaucoup de pugnacité, le journaliste Abdoulaye Thiemo a posé au président de la République du Niger toutes les questions possibles. D'abord, portant sur la politique nationale, la politique intérieure, et aussi sur la politique internationale. De l'autre côté, j'ai été impressionné non seulement par le calme, mais par la maîtrise des questions et donc des réponses que le président Tchani a données. De toute évidence, le président Tchani est un homme qui travaille ses dossiers et c'est un homme qui mobilise une très grande érudition, une très grande diversité de connaissances, une mémoire phénoménale des lieux, une mémoire phénoménale des hommes, une mémoire phénoménale des séquences historiques
des espaces, des territoires. Tout cela a donné à l'interview une dimension incontestable de masterclass de géopolitique et de géostratégie. Toujours sur le plan de la forme, manifestement les deux hommes, le chef de l'État nigérien d'un côté et d'autre part, le journaliste Abdoulaye Timoro, ne se sont pas gênés de regarder la montre. Il y a dans cette interview monumentale la volonté de donner au président Tiani l'occasion d'expliquer en profondeur chacune des questions posées. Les deux personnages de cette rencontre, de cette conversation, par questions et réponses, n'avaient cure du temps. Et là, je fais ma quatrième observation sur le point de la forme. Mais nous aussi qui avons regardé ces 5 heures et 44 minutes d'interview en totalité, nous n'avons jamais eu cure du temps. Ceux qui ont participé au direct de cette interview ont relevé la tête de leur écran de télévision, de leur ordinateur, de leur téléphone, 5 heures et 44 minutes plus tard, avant de se rendre compte qu'ils avaient passé presque 6 heures de temps à écouter le président Tiani. Pourquoi le temps n'a-t-il pas compté? Le temps n'a pas compté parce que cette interview était installée dans le domaine de la vérité, le domaine de la sincérité. C'était une interview sans langue de bois, de part et d'autre. Les questions du journaliste étaient des questions claires, des questions précises, des questions incisives, mais des questions posées avec toute la politesse et toute la respectabilité qui est due aux fonctions de l'illustre interviewé. Les réponses du président Tiani ont été, elles aussi, d'une clarté d'eau de roche. À plusieurs moments, d'ailleurs, il a insisté pour dire que lui, il n'est pas diplomate. Autrement dit, qu'il n'a pas reçu une formation à la langue de bois. Que pour sa part, un chat est un chat, un chien est un chien, un cheval est un cheval, et on n'a pas besoin de les appeler par des circonlocutions verbales pour échapper à la réalité. Voilà pour ce qui est de la forme de l'entretien. On peut espérer que dans tous les pays africains, des journalistes d'État aient la liberté de questionner les chefs d'État comme le journaliste Abdoulaye Timogo a pu questionner le président Abdourahmane Tiani. De la même façon, en tant qu'Africains, nous ne pouvons que souhaiter que tous les chefs d'État africains aient le courage de se confronter à un questionnement sur leur gestion intérieure et leur gestion internationale dans les chaînes de télévision nationales africaines. Malheureusement, vous le savez, les rares fois qu'on a l'impression que les journalistes posent des questions qui fâchent, posent des questions qui s'imposent aux dirigeants africains, c'est souvent lorsque des journalistes étrangers, missionnés par leur puissance pour questionner les dirigeants africains, les mettent à la question. C'est à ces rares occasions, lorsque France 24, lorsque RFI, lorsque Le Monde, etc., ont la permission de Paris d'aller torturer un de ces valets africains, c'est à ces rares moments qu'on voit un chef d'État africain dans l'obligation de rendre compte. Eh bien, la communication politique au Niger, au Burkina Faso et au Mali montre qu'il est tout à fait possible d'être journaliste de l'État, d'être un communicant de l'État, d'avoir même de grandes responsabilités étatiques et de conduire une interview honnête.
une interview courageuse, une interview claire, sans jamais manquer de respect à celui que l'on interroge. Puisse, eh bien, la conversation, l'interview entre le journaliste Abdoulaye Tiemoro et le président de la République du Niger, son Excellence, le général d'armée, eh bien, Abdourahmane Tiani, servir de modèle à la communication politique en Afrique contemporaine. Passons maintenant à la deuxième partie de mon intervention. Qu'est-ce qui m'intéresse ce dimanche 15 février 2026 dans l'interview que j'ai honnêtement écoutée par 2 fois? Ce qui m'intéresse et dont je voudrais parler, ce sont les aspects concernant la politique internationale. On le sait très bien, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la base 101 de Niamey et l'aéroport de Niamey ont été l'objet d'une attaque virulente. Des groupes terroristes sponsorisés par les puissances de l'OTAN, attaque qui avait pour but de priver, on le sait désormais, le Niger de toutes ses capacités aériennes afin de rendre facile son invasion par voie terrestre. Ce qui permet à certains de comprendre d'ailleurs pourquoi le président Abdourahmane Tiani sonne la mobilisation générale de son peuple. Car l'attaque de Niamey n'est pas un fait isolé. Il s'agit de l'une des pièces du puzzle de la déstabilisation et du Niger et de l'Alliance des États du Sahel. D'autant plus que les ennemis de l'Alliance des États du Sahel partent du principe qu'il leur suffirait de faire tomber l'un des régimes, eh bien, sahéliens, pour que les autres, eh bien, tout naturellement, s'effondrent à leur tour dans un effet domino, tel un château de cartes. Donc, le président Abdourahmane Tiani organise ses interventions sur la politique internationale du Niger à partir du fait brut de l'attaque terroriste du 29 janvier 2026. Alors, pourquoi choisit-il de reparler de cette attaque? Parce que les révélations qu'il a faites à propos des sponsors, des véritables auteurs de cette attaque, accusant nommément le président français Emmanuel Macron, le président du RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane, le président du Bénin, Patrice Talon. Lorsque le président Abdourahmane Tiani les a accusés, il s'était contenté de les pointer du doigt et n'était pas allé dans des détails permettant d'étayer en effet ces accusations, même si, connaissant le pédigré des 3 entités visées, on n'avait pas de doute qu'elles soient nécessairement impliquées dans toute la déstabilisation terroriste que connaît le Sahel aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara, on le sait, c'est incontestable. C'est le plus grand déstabilisateur d'Afrique de l'Ouest exerçant le pouvoir. La plupart des déstabilisations que l'Afrique francophone a connues ont été pilotées par la France, ça c'est évident. Quant à Patrice Talon, il a multiplié les actes offensifs et offensants publics, indiquant sa volonté de participer à la déstabilisation du Niger. Le président Tiani va prendre le temps de rappeler ces actes afin de battre en brèche la théorie de la jalousie. Donc,
Le président Tiani est revenu, en fait, sur l'attaque du 29 janvier 2026 pour documenter l'accusation, pour apporter des preuves à l'accusation. Et je tiens à vous dire que de nombreux journaux de la presse française reconnaissent aujourd'hui que les preuves que le président Abdourahmane Tiani sont suffisamment précises pour être troublantes. Voilà ce qu'on lit dans plusieurs journaux à Paris. Après l'interview du président Abdourahmane Tiani pendant 5 heures et 44 minutes avec le journaliste Abdoulaye Tiemoro, que je salue. On reconnaît que cette fois-ci, le général d'armée Abdourahmane Tiani a fait fort. En quoi a-t-il fait fort? Parce qu'il a redoublé de précision, de rigueur et de vigueur. Avant d'aller plus loin, pour voir comment le président Abdourahmane Tiani a administré la preuve de la responsabilité de la France de Macron, de la Côte d'Ivoire de Ouattara et du Bénin de Talon dans la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest en général, du Niger en particulier, il faudrait qu'on parle un peu des règles de la démonstration scientifique. Vous savez, dans l'histoire de la philosophie des sciences, on a opposé pendant très longtemps deux écoles. Quand il faut répondre à la question de savoir comment peut-on s'assurer qu'un énoncé particulier est un énoncé scientifique? Qu'est-ce qui prouve qu'une théorie est véritablement scientifique? Selon l'école vérificationniste, une théorie est scientifique lorsque les faits énoncés par la théorie peuvent être vérifiés par l'expérience. Vous notez que ça, c'est la théorie vérificationniste. Dans l'histoire de la philosophie occidentale, l'un des plus grands défenseurs de la théorie vérificationniste s'appelle David Hume. David Hume, auteur de L'essai sur l'entendement humain, explique que toute connaissance repose sur l'expérience et que c'est l'expérience qui est la pierre de touche de toutes les idées vraies. Une idée n'est vraie que si on peut montrer une expérience qui lui correspond, sans quoi il s'agit de mots ou de concepts vagues. David Hume défend une philosophie qu'on appelle l'empirisme. Empirisme vient du grec empiria, qui veut dire expérience. David Hume est le défenseur de la théorie de la connaissance par l'expérience, la théorie empirique. Seulement, cette thèse qui dit qu'une théorie scientifique est scientifique parce qu'elle est vérifiée, elle se heurte à une critique facile, à des limites aisées à comprendre. La critique la plus facile qui remet en cause le vérificationnisme et qui prouve que ce n'est pas parce qu'on a vérifié un fait que la théorie qui a annoncé ce fait est scientifique. Le fait est le suivant, c'est que aucune théorie scientifique ne peut être vérifiée dans l'absolu. Vous ne pouvez pas vérifier une théorie scientifique pour la totalité des cas possibles, parce qu'il y a une infinité de cas possibles. Et la vie très brève du savant, du scientifique, la vie très brève même de la société humaine, et même la vie brève de l'État dans lesquels vivent les savants, sont telles qu'il est impossible de vérifier tous les cas possibles d'une théorie, parce que, en fait, d'abord,
il y a une infinité de cas, les nombres ne s'arrêtent jamais et que personne n'a la possibilité de vérifier à l'infini. Donc, au XXe siècle, il y a un autre philosophe, lui, il est autrichien et britannique, il s'appelle Karl Popper. Karl Popper va remettre en cause la théorie vérificationniste de Hume, montrant que Hume, par exemple, en fait, confondait la science avec la religion. Parce que les prévisions de l'horoscope sont aussi parfois vraies. Les prévisions de nos devins, de nos charlatans des quartiers, parfois sont vraies. Mais est-ce que cela prouve que l'horoscope est scientifique et ou que les charlatans sont des scientifiques? Oh que non. Il s'agit là de coïncidences qui sont liées au fait que le charlatan et l'horoscope font des prévisions suffisamment générales pour ne jamais être prises en défaut. Donc, en fait, Karl Popper va remettre en cause l'idée que la connaissance scientifique se caractérise par le fait que ces théories sont vérifiées, puisqu'on ne peut pas vérifier dans l'absolu une théorie. Mettons, on vérifie une théorie pour 200 millions de cas, même pour 200 milliards de cas, il restera 1000 milliards de cas non vérifiés. Bon, si on vérifie une théorie pour 1000 milliards de cas, mais il restera 100 000 milliards de cas non vérifiés. Il y aura des milliers de milliards de cas non vérifiés. Donc, il n'y a aucune théorie scientifique qui puisse être vérifiée dans l'absolu, c'est-à-dire dans la totalité des cas possibles. Dans la totalité des cas possibles. Alors, Popper dit, je suis à la recherche d'un autre critère. Un critère qui me permette de dire qu'une théorie est scientifique sans tomber dans le piège du vérificationnisme, c'est-à-dire de l'école qui pensait que, à la manière de Hume, une théorie est dite scientifique quand on peut constater que ce qu'elle dit arrive. Bon. Quel est le critère que Popper, lui, il va trouver? Il va élaborer un critère qu'il appelle le critère de falsifiabilité, du verbe falsifier. C'est-à-dire que pour Karl Popper, une véritable théorie scientifique est une théorie qui est tellement précise, elle est formulée d'une manière tellement précise qu'il est possible de la prendre en défaut, en démontrant que ce qu'elle a prévu est faux. C'est-à-dire que plus une théorie est extrêmement précise, plus elle est scientifique. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être falsifiée. C'est ce qu'il appelle le principe de falsifiabilité. Donc, une théorie scientifique est une théorie qui résiste aux tentatives de montrer qu'elle est fausse, jusqu'à ce qu'une autre théorie, qui est plus précise qu'elle, prenne sa place. Et dans l'histoire des sciences, eh bien, on connaît des théories qui ont été remplacées par d'autres parce que les nouvelles théories ont découvert les limites des précédentes après les avoir falsifiées. Alors, le président Abdourahmane Tiani, dans sa démonstration donnée au journaliste Abdoulaye Tiemogo, a précisément appliqué le principe de falsifiabilité de Karl Popper. Écrivez ça. C'est-à-dire que le président Tiani ne s'est pas contenté de dire que ce qu'il dit est vrai parce que c'est vérifié. Non. Il a dit que ce qu'il dit est vrai parce que chacun peut prendre le risque d'aller démontrer que lui, Tiani, se trompe. Il a donné donc des éléments de falsifiabilité de sa théorie. Il a dit, voici une série de faits précis et rigoureux. Si jamais ces faits précis et rigoureux ne sont pas vérifiés, alors j'ai tort.